Dans la petite ville de Brume d'Automne, en Provence, Zéphyr Tempête Kingston, un homme noir de 50 ans, arrive pour prendre ses fonctions de commandant de police. Dès son premier pas, il est accueilli par une hostilité glaçante, des regards méfiants, des murmures racistes à peine voilés dans les ruelles pavées. Cette bourgade, figée dans ses traditions étouffantes, rejette tout étranger, surtout ceux à la peau sombre. Zéphyr, avec son charisme imposant et son passé de justicier urbain, sent la colère monter face à cette injustice. Mais il ne s'attendait pas à ce que la situation dégénère si vite. Lors d'une promenade discrète pour sonder l'âme de la ville, il croise des habitants qui détournent les yeux et des officiers de police locaux menés par Jet, Lame, Dubois et Cole, Venin, Moreau, qui le toisent avec un mépris venimeux. Ces deux hommes, ivres de pouvoir, orchestrent une embuscade humiliante. Ils l'accusent publiquement d'être un intrus, proférant des insultes racistes devant une foule complice. Leur audace est alimentée par une tradition locale toxique, où l'exclusion des autres est un sport cruel. Zéphyr, bouillonnant de rage contenue, comprend que ce n'est que le début d'un combat pour briser ces chaînes d'intolérance. Avec une détermination d'acier, il jure de transformer Brume d'Automne en un bastion de justice, faisant trembler les fondations de cette communauté hypocrite. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous êtes prêt à vibrer d'indignation et à découvrir une vérité choquante, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like suffira. Mais restez jusqu'à la fin, une surprise renversante vous attend. Sous le ciel gris de Brume d'Automne, Zéphyr, Tempête, Kingston, encore marqué par les regards hostiles des habitants, décide de s'immerger davantage dans l'âme trouble de cette ville provençale. À peine quelques jours après son arrivée, il choisit de se fondre dans la foule, vêtu d'une vieille veste élimée et d'une casquette usée pour observer sans être reconnu. Mais cette tentative de discrétion se transforme rapidement en un cauchemar éveillant une rage viscérale. Alors qu'il déambule dans les ruelles tortueuses, bordées de façades ocres et de volets défraîchis, il sent une tension palpable, comme si chaque pavé de la ville portait le poids d'une histoire de rejet. Les habitants, attablés aux terrasses des cafés ou flânant sur la place du marché, détournent les yeux à son passage, certains chuchotant des insultes à peine masquées, leurs mots empoisonnés par des préjugés racistes. Zéphyr, habitué au défi, sent la colère monter, mais il se contient, déterminé à comprendre les rouages de cette communauté avant de révéler son autorité. C'est alors que son chemin croise celui de Jet Lame, Dubois et Cole Venin, Moreau, deux officiers de police locaux dont les regards méprisants trahissent une arrogance sans borne. Attablés à la terrasse du café du Vieux Clocher, ils sirotent leurs pastis, leurs badges brillant sous le soleil pâle, comme des trophées d'une autorité autoproclamée. Lorsqu'ils aperçoivent Zéphyr, un rictus narquois déforme leur visage. « Et toi, l'étranger » lance Jet, sa voix tranchante comme une lame, teintée d'un mépris ouvertement raciste. « T'as rien à faire ici, avec ta tête de hors-la-loi. » Cole, riant grassement, ajoute « Retourne d'où tu viens, on n'aime pas les gens comme toi dans notre ville. » Leurs mots, chargés de haine, résonnent dans la rue, attirant l'attention des passants, certains amusés, d'autres mal à l'aise, mais silencieux. Zéphyr, stoïque, répond d'un ton calme « Je ne fais que passer, messieurs. » Mais sa retenue ne fait qu'attiser leur provocation. Sans crier gare, Jet et Cole se lèvent, leurs chaises raclant le sol dans un bruit strident. Ils s'approchent de Zéphyr, l'encerclant comme des prédateurs. « Passez » ricane Jet, son souffle empestant l'anis. « Les types comme toi ne passent pas, ils dégagent. » Avant que Zéphyr ne puisse répliquer, Cole le bouscule violemment, le plaquant contre le mur d'une boutique. Les passants s'arrêtent, formant un cercle curieux, certains riant, d'autres murmurant des commentaires désobligeants sur la couleur de peau de Zéphyr. « Regardez-moi cet intrus » hurle Jet, jouant la comédie pour la foule. « On va lui apprendre les règles de Brume d'Automne. » Dans un élan de cruauté, il fouille ses poches, arrachant un vieux ticket de bus qu'il brandisse là comme une preuve d'un crime imaginaire. « Qu'est-ce que c'est que ça? Un voleur peut-être » s'exclame Cole, son ton dégoulinant de sarcasme. La situation s'envenime lorsque Jet, avec un sourire tordu, sort une corde de son véhicule de patrouille garé à proximité. « On va lui donner une leçon à la mode provençale », lance-t-il, provoquant des rires complices parmi certains spectateurs. Zéphyr, bien que bouillonnant de rage, reste immobile,
ses yeux perçant les leurs, comme pour graver leur visage dans sa mémoire. Il le traîne vers la place centrale, où trône une vieille fontaine ornée d'une statue érodée. Là, sous les regards d'une foule grandissante, il l'attache en un réverbère, leurs gestes théâtraux destinés à humilier. Voilà ce qui arrive aux étrangers qui ne savent pas rester à leur place, clame Jet, sa voix résonnant comme un coup de fouet. Cole, non moins cruel, ajoute « T'es pas le bienvenu, et on va s'assurer que tout le monde le sache. » Des téléphones portables s'allument, capturant la scène, tandis que des rires et des insultes fusent. Certains habitants, cependant, commencent à murmurer leur désaccord, choqués par l'ampleur de cette injustice. Zéphyr, les poings serrés contre la corde, sent une fureur incandescente monter en lui. Chaque insulte raciste, chaque ricanement, alimente son désir de justice. Il sait que ce moment, aussi humiliant soit-il, est une opportunité. Ces deux officiers, aveuglés par leur pouvoir et leurs préjugés, viennent de creuser leur propre tombe. Dans l'ombre de sa colère, Zéphyr prépare sa contre-attaque, déterminé à faire de cet affront public le point de départ d'une révolution dans Brume d'automne. La foule, inconsciente du véritable rôle de cet homme qu'elle raille, ne sait pas encore qu'elle assiste au prélude d'un bouleversement historique. La lumière blafarde du réverbère éclaire le visage de Zéphyr Tempête, Kingston, attaché comme un trophée de chasse au cœur de la place centrale de Brume d'automne. La foule, masse mouvante d'ombres et de murmures, s'agglutine autour de la fontaine, où Jet, Lame, Dubois et Cole, Venin, Moreau orchestrent leur spectacle cruel. La tension dans l'air est palpable, saturée d'une injustice qui fait bouillir le sang de Zéphyr. Pourtant, il reste silencieux, ses yeux sombres, fixant ses bourreaux avec une intensité qui pourrait faire trembler les pierres de la vieille Provence. Chaque insulte raciste proférée par Jet, chaque ricanement de Cole, attise la flamme de sa colère, mais il sait que l'heure de sa riposte n'est pas encore venue. Cette humiliation publique, loin de le briser, forge en lui une détermination implacable, prête à renverser l'ordre établi de cette ville gangrenée par le mépris. Jet, jouant les grands seigneurs, parade devant la foule, brandissant la corde qui entrave Zéphyr comme un étendard de sa prétendue autorité. « Regardez bien, braves gens !» s'écrie-t-il, sa voix résonnant avec une arrogance insupportable. « Voici ce qui arrive quand on vient troubler notre belle Brume d'automne. » Cole, avec un sourire tordu, ajoute une couche de venin. « Les gens comme lui n'ont rien à faire ici. On va lui montrer comment on traite les intrus. » Leurs paroles, lourdes de sous-entendus racistes, déclenchent des rires parmi les spectateurs les plus complices, mais un malaise grandissant se répand chez d'autres. Une vieille femme, tenant son panier de courses, secoue la tête, murmurant à son voisin « C'est pas juste, ça va trop loin. » Un jeune homme, caché derrière un platane, filme la scène avec son téléphone, ses mains tremblant d'indignation. Ces images, il le sait, vont bientôt secouer la ville bien au-delà de ses ruelles étroites. Soudain, Jet, enhardi par l'attention, décide d'en rajouter. Il s'approche de Zéphyr, arrache sa casquette usée et la jette au sol, écrasant le tissu sous sa botte. « T'as cru que t'étais chez toi, ici ?» siffle-t-il, son visage si près que Zéphyr peut sentir son haleine chargée d'anis. Puis, dans un élan de cruauté théâtrale, il sort un marqueur de sa poche et griffonne une insulte raciale sur la veste de Zéphyr, provoquant des éclats de rire parmi les plus vils spectateurs. Cole, non content de ce spectacle, attrape une bouteille d'eau d'un étal voisin et la vide sur Zéphyr, trempant ses vêtements. « Ça te rafraîchira les idées !» raille-t-il, tandis que l'eau ruisselle sur le visage de Zéphyr, mêlée à la poussière de la place. La foule, divisée, oscille entre rires nerveux et murmures de désapprobation. Une adolescente, choquée, tente de s'avancer pour protester, mais sa mère la retient, craignant des représailles. Zéphyr, trempé et humilié, sent une fureur incandescente parcourir ses veines. Chaque goutte d'eau, chaque mot haineux, est une aiguille plantée dans son orgueil, mais aussi un carburant pour sa mission. Il remarque les téléphones qui filment, les regards hésitants de certains habitants, et comprend que ce moment, aussi abject soit-il, est une brèche dans l'armure de Brume d'automne. Ces images, il le sait, ne resteront pas confinées à cette place. Elles vont devenir une arme, un cri de ralliement pour ceux qui refusent l'injustice. Un vieil homme, ancien employé de mairie, s'approche discrètement et murmure à Zéphyr. « Tiens bon, mon gars, ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. » Ces mots, simples mais lourds, ravivent tout l'espoir dans le cœur de Zéphyr, même au milieu de cette tempête d'humiliation. Jet et Cole, grisés par leur pouvoir,
ne se contente pas de l'attacher. Dans un ultime acte de défi, Jet sort son sifflet de police et souffle un son strident, comme pour annoncer une victoire. Écoutez tous, hurle-t-il. Que ça serve de leçon. Ici, on protège notre ville des étrangers. Mais leur triomphe est de courte durée. Un groupe de jeunes, révoltés par la scène, commence à crier « Lâchez-le! C'est honteux !» Leurs voix, d'abord timides, gagnent en force, fissurant l'unanimité de la foule. Une bagarre éclate lorsque l'un d'eux tente de s'approcher pour couper la corde, mais Cole le repousse brutalement. La tension monte, la place devient un chaudron prêt à exploser. Zéphyr, toujours attaché, observe ce chaos naissant, sa rage se transformant en une froide résolution. Il sait que Jet et Cole, par leur arrogance, viennent de déclencher une tempête qu'ils ne pourront contenir. Cette place, théâtre de son humiliation, deviendra bientôt le lieu de leur chute. La place centrale de Brume d'automne, baignée d'une lumière crépusculaire, est devenue un théâtre d'injustice où Zéphyr Tempête, Kingston, attaché au réverbère, endure l'humiliation orchestrée par Jet, Lame Dubois, et Cole Venin, Moreau. Le chaos naissant, ponctué de cris et de tensions, laisse place à une fracture béante dans la communauté. Alors que la foule oscille entre complicité et révolte, l'atmosphère s'alourdit, comme si la vieille fontaine elle-même exudait la colère accumulée des siècles. Les insultes racistes, les rires cruels et les téléphones brandis pour capturer la scène ont transformé cet instant en une blessure ouverte, non seulement pour Zéphyr, mais pour l'âme de la ville. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une étincelle d'espoir jaillit. Les voix dissidentes, d'abord timides, gagnent en audace, et la foule, jusque-là unie dans son indifférence, commence à se déchirer sous le poids de sa propre conscience. La division s'amplifie lorsque les images de Zéphyr, trempé, insulté et ligoté, commencent à circuler au-delà des ruelles de Brume d'automne. Les vidéos, partagées par les jeunes révoltés, explosent sur les réseaux sociaux, accompagnées de hashtags cinglants comme Yoka honte à Brume et Passe justice pour l'inconnu. Chaque partage est une flèche décochée contre l'arrogance de Jet et Cole, dont les visages, figés dans des rictus triomphants, deviennent des symboles de l'intolérance. Les habitants, jusque-là passifs, se retrouvent confrontés à leurs propres reflets. Certains, galvanisés par les rires complices, continuent de soutenir les officiers, criant des slogans racistes pour défendre l'ordre local. D'autres, horrifiés par la brutalité de la scène, se joignent aux protestations. Une femme d'âge mûr, tenant un chapelet, s'avance vers la foule et hurle « Vous n'avez pas honte? Cet homme n'a rien fait !» Sa voix, tremblante de rage, est accueillie par des huées, mais aussi par des applaudissements épars, signe que la ville est à un tournant. Jet, sentant la situation lui échapper, tente de reprendre le contrôle. Il grimpe sur le rebord de la fontaine, brandissant son badge comme un sceptre. « Calmez-vous, bande d'agitateurs !» vocifère-t-il, son visage rouge de colère. « On protège notre ville et cet étranger n'a rien à faire ici. » Cole, plus sournois, s'approche de Zéphyr et murmure, assez fort pour être entendu, « T'as cru que t'allais t'en tirer? On va te briser, toi et tes semblables. » Ces mots, chargés de venin raciste, rallument la fureur de la foule. Un homme, un viticulteur local connu pour son tempérament bouillant, jette une tomate en direction de Zéphyr, criant « Dehors, les intrus !» Le projectile s'écrase sur le réverbère, éclaboussant Zéphyr, qui reste immobile, sa dignité intacte malgré l'outrage. Mais cet acte marque un point de rupture. Une jeune femme, employée de la mairie, s'interpose, les larmes aux yeux, et hurle « Arrêtez, vous êtes des monstres !» Son courage inspire d'autres, et bientôt, des bousculades éclatent entre les partisans des officiers et ceux qui exigent la libération de Zéphyr. L'escalade atteint son paroxysme lorsque des adolescents, armés de leurs téléphones, commencent à diffuser la scène en direct sur une plateforme nationale. Les commentaires affluent, condamnant l'injustice avec une virulence croissante. Des journalistes de Marseille et d'Avignon, alertés par l'ampleur du scandale, convergent vers Brume d'automne, leurs camionnettes envahissant les abords de la place. Un reporter, micro en main, tente de percer la foule, demandant « Qui est cet homme? Pourquoi est-il traité ainsi ?» Mais les réponses sont vagues. Certains habitants haussant les épaules, d'autres détournant le regard, honteux. Pendant ce temps, Jet et Cole, pris au piège de leur propre spectacle, redoublent d'agressivité. Jet arrache un téléphone des mains d'un jeune filmeur, le jetant au sol dans un craquement sec. « Vous voulez jouer les héros ?» rugit-il. « Vous allez le regretter. »
Cette violence gratuite fait basculer une partie de la foule. Des cris de fascistes fusent et des bouteilles en plastique volent en direction des officiers. Zéphyr, toujours attaché, observe ce chaos avec une rage contenue, mais aussi une lueur de stratégie dans le regard. Chaque acte de Jet et Cole, chaque insulte, chaque geste brutal, creuse leur tombe un peu plus profond. Il sait que cette scène, capturée par des dizaines de caméras, est en train de devenir une bombe à retardement. Une vieille dame, tenant une pancarte improvisée où est écrit « Honte à nous », s'approche discrètement et glisse à Zéphyr. « Ils paieront, mon fils. Tiens bon. » Ces mots, empreints de compassion, renforcent sa résolution. La foule, désormais scindée en deux camps irréconciliables, est le miroir d'une ville au bord de l'implosion. Les soutiens de Jet et Cole, drapés dans leur chauvinisme, s'opposent violemment à ceux qui, révoltés par l'injustice raciale, exigent un changement. Brume d'automne, autrefois endormi dans ses traditions, est réveillé par un cri de révolte qui résonne bien au-delà de ses murs. Le tumulte de la place centrale de Brume d'automne s'évanouit dans la nuit, mais les échos de l'injustice subie par Zéphyr Tempête, Kingston résonnent encore, amplifiés par les vidéos virales qui enflamment les réseaux sociaux. Alors que l'aube pointe sur les toits de tuiles provençales, la petite ville, autrefois paisible, est devenue un champ de bataille médiatique. Les images de Zéphyr, attachées au réverbère, insultées et trempées, ont transcendé les frontières de la Provence, devenant un cri de ralliement contre le racisme et l'abus de pouvoir. Mais pour Zéphyr, ce n'est que le prélude d'un affrontement plus grand. La rage qui couve en lui, nourrie par l'humiliation publique, se transforme en une détermination froide, prête à frapper comme l'orage dont il porte le nom. Ce matin-là, il décide que l'heure de la vérité a sonné. Revêtu de son uniforme de commandant de police, il se prépare à entrer dans la fosse aux lions, le commissariat de Brume d'automne où Jet lame Dubois et Cole Venin. Moreau croit encore détenir le pouvoir. Zéphyr traverse les ruelles encore endormies, son badge scintillant sous les premiers rayons du soleil, chaque pas résonnant comme un défi lancé à la ville entière. Lorsqu'il pousse la lourde porte du commissariat, un silence glacial s'abat sur la salle. Les officiers, réunis pour le briefing matinal, s'interrompent, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. Jet et Cole, affalés au fond de la pièce, ricanent encore, inconscients de la tempête qui s'apprête à les engloutir. Ils échangent des plaisanteries, leur voix pleine d'une arrogance qui trahit leur ignorance. « Regardez qui arrive, le nouveau chef qui va nous apprendre à faire respecter l'ordre », lance Jet, son ton dégoulinant de sarcasme. Cole, riant grassement, ajoute « J'espère qu'il sait rester à sa place, lui ». Ces mots, chargés de mépris raciste, font monter une vague de fureur dans la poitrine de Zéphyr, mais il reste impassible, ses yeux perçant les leurs comme des lames. Sans un mot, Zéphyr s'avance vers le pupitre central, son uniforme impeccable contrastant avec la désinvolture des deux officiers. Il pose son téléphone sur la table et, d'un geste délibéré, lance la lecture de la vidéo qui a enflammé les réseaux. Les images crues de son humiliation remplissent l'écran. Jet brandissant la corde, Cole versant l'eau, les insultes racistes, la foule divisée. Un silence oppressant envahit la pièce, ponctué seulement par le son des rires cruels de Jet et Cole sur la vidéo. Les autres officiers, figés, échangent des regards horrifiés, certains baissant les yeux, honteux d'avoir toléré de telles pratiques. Jet, sentant la tension, tente de reprendre la parole. « C'était juste une blague, rien de sérieux. On fait ça pour accueillir les nouveaux. » Mais sa voix tremble, trahissant sa panique grandissante. Zéphyr, d'un calme glacial, lève une main pour l'arrêter. « Une blague ?» répète-t-il, sa voix basse mais tranchante, comme un grondement d'orage. « Vous appelez ça une blague d'humilier un homme, de le ligoter comme un animal, de proférer des insultes racistes devant une foule ?» Il fait un pas vers eux, et la salle semble rétrécir sous la puissance de sa présence. « Vous avez sali l'uniforme que vous portez. Vous avez trahi cette ville. » Cole, rouge de colère, tente de se défendre. « C'est comme ça qu'on fait ici. Les gens comme lui doivent apprendre à respecter nos règles. » Ces mots, loin de désamorcer la situation, ne font qu'attiser la fureur de Zéphyr. Il brandit un dossier qu'il jette sur la table avec un bruit sec. À l'intérieur, des captures d'écran des réseaux sociaux, des commentaires indignés et même une pétition en ligne réclamant justice signée par des milliers de personnes. Dans un coup de théâtre, Zéphyr révèle un détail que personne n'attendait. Une lettre anonyme
glissé sous la porte du commissariat pendant la nuit, dénonçant une série d'incidents similaires orchestrés par Jett et Cole. La lettre, écrite par un ancien officier ayant quitté la ville par dégoût, détaille des années d'abus ciblant spécifiquement les minorités. Vous pensiez que vos actes resteraient dans l'ombre? Demande Zéphyr, sa voix vibrant d'une colère contenue. Vous pensiez que Brume d'automne resterait votre terrain de jeu? Les autres officiers, choqués, commencent à murmurer, certains lançant des regards accusateurs à Jett et Cole qui blêmissent, leurs sourires arrogants envolés. La tension atteint son paroxysme lorsque Zéphyr s'approche des deux hommes, son regard implacable. Vous n'avez pas seulement humilié un homme, vous avez humilié cette ville, ses valeurs, et l'idée même de justice. Il marque une pause, laissant ses mots peser sur l'assemblée. Puis, d'un ton qui ne tolère aucun débat, il ajoute « Et vous n'avez même pas pris la peine de vérifier qui j'étais ». La révélation de son identité, implicite mais écrasante, fait l'effet d'une bombe. Jett tente de bafouiller une excuse, mais Zéphyr l'interrompt d'un geste. « Assez. Vos badges, maintenant. » La salle retient son souffle, tandis que dehors, les premières pancartes des manifestants apparaissent, leurs cris de colère perçant les murs du commissariat. Zéphyr, au centre de cette tempête, sait que cet instant marque le début d'une révolution pour Brume d'automne. Le commissariat de Brume d'automne, encore vibrant de la confrontation explosive entre Zéphyr, Tempête, Kingston et les officiers Jett, Lame, Dubois et Cole, Venin. Moreau semble suspendu dans un silence lourd, comme l'air avant un orage. La révélation de l'identité de Zéphyr, commandant de police, a laissé la salle pétrifiée, les regards oscillant entre choc et honte. Dehors, les cris des manifestants, brandissant pancartes et smartphones, perçant les murs, amplifiant l'écho d'une ville au bord de l'implosion. Mais pour Zéphyr, ce moment n'est pas une fin, mais le début d'un règlement de compte. La rage qui bouillonne en lui, alimentée par l'humiliation publique et les années de silence complice de Brume d'automne, se cristallise en une détermination implacable. Ce matin-là, alors que le soleil provençal éclaire à peine les ruelles, Zéphyr décide de transformer ce scandale en un acte de justice retentissant, un coup de tonnerre qui secouera les fondations de cette ville gangrenée par l'injustice. Debout au centre de la salle, son uniforme impeccable contrastant avec la désinvolture arrogante de Jett et Cole, Zéphyr prend une profonde inspiration, ses yeux brûlants d'une colère froide. Il s'adresse à l'assemblée avec une voix grave, chaque mot pesant comme un verdict. « Ce que vous avez vu sur cette vidéo n'est pas une exception. C'est une honte qui a prospéré trop longtemps dans cette ville. » Il brandit à nouveau son téléphone, mais cette fois, il ne montre pas la vidéo. À la place, il ouvre un fichier audio, une dénonciation enregistrée par un ancien habitant, un homme noir chassé de Brume d'automne des années auparavant pour avoir osé défier les traditions locales. La voix, tremblante mais résolue, détaille des abus similaires, des arrestations arbitraires, des insultes racistes, des humiliations publiques orchestrées par Jett et Cole. La salle, déjà sous tension, plonge dans un silence oppressant, certains officiers baissant la tête, incapables de soutenir le regard de Zéphyr. Jett, blême, tente de reprendre la parole, sa voix chevrotante trahissant sa panique. « C'est du passé, ça. On faisait juste respecter l'ordre, comme on nous l'a appris. » Mais Zéphyr, inflexible, le coupe d'un regard qui pourrait fendre la pierre. « Respecter l'ordre ?» répète-t-il, sa voix montant comme un grondement. « Vous avez transformé cette ville en une prison pour quiconque ne vous ressemble pas. » Il s'avance vers eux, chaque pas résonnant dans la salle. « Vous avez profité de votre pouvoir pour humilier, pour briser, pour exclure. Et vous avez cru que personne ne vous arrêterait. » Cole, les poings serrés, tente un dernier sursaut d'arrogance. « On connaît cette ville mieux que vous, l'étranger. Vous ne durerez pas ici. » Ces mots, chargés de mépris raciste, déclenchent un murmure de désapprobation parmi les autres officiers, dont certains commencent à se détourner de leurs anciens camarades. Dans un geste théâtral, Zéphyr sort une pile de documents, des plaintes accumulées au fil des années, soigneusement dissimulées par la hiérarchie précédente. Il les jette sur la table, le bruit sec résonnant comme un coup de fouet. « Voici les voix que vous avez étouffées », déclare-t-il, sa voix vibrante de fureur. « Des familles chassées, des vies brisées, des injustices que vous avez justifiées par vos prétendues traditions. » Il pointe Jett et Cole, son regard les clouant sur place. « Vous avez sali l'honneur de cet uniforme, et aujourd'hui, vous en payez le prix. » Il brandit 2 formulaires de licenciement, déjà signés,
et les tend aux deux hommes. Vos badges, maintenant. Vous êtes finis. La salle retient son souffle tandis que dehors, les cris des manifestants s'intensifient, comme un écho de la tempête intérieure de Zéphyr. Mais l'instant prend une tournure encore plus dramatique lorsque Jet, dans un accès de désespoir, tente de s'en prendre physiquement à Zéphyr. Il s'élance, poing levé, hurlant « Tu ne me prendras pas mon poste !» Mais Zéphyr, avec une agilité surprenante, esquive et le neutralise en un mouvement fluide, le plaquant contre le mur. La salle explose en exclamations. Certains officiers se levant pour intervenir, d'autres restant figés par la scène. « Assez !» rugit Zéphyr, sa voix faisant trembler les vitres. « Vous avez assez fait de mal. » Cole, paralysé par la peur, recule, son arrogance envolée. Les autres officiers, galvanisés par le courage de Zéphyr, s'avancent pour soutenir leur nouveau chef, formant un rempart entre lui et les deux accusés. Dehors, la foule, alertée par le bruit, envahit les abords du commissariat, brandissant des pancartes réclamant justice. Une journaliste, micro en main, filme la scène à travers les fenêtres, criant « C'est un moment historique pour Brume d'automne ». Zéphyr, tenant toujours Jet immobilisé, se tourne vers ses collègues. « Cette ville mérite mieux », déclare-t-il, sa voix empreinte d'une autorité inébranlable. « À partir d'aujourd'hui, nous servons la justice, pas la haine. » Il relâche Jet, qui s'effondre, vaincu, tandis que Cole, tremblant, arrache son badge et le jette au sol. Le silence qui suit est assourdissant, ponctué seulement par les cris de la foule dehors, réclamant un changement radical. Zéphyr, au centre de ce chaos, sait que ce n'est que le début d'une lutte pour redonner à Brume d'automne son honneur perdu. Le commissariat de Brume d'automne, encore frémissant du choc provoqué par la confrontation entre Zéphyr, Tempête, Kingston et les officiers déchus, Jet, Lame, Dubois et Cole, Venin, Moreau, est devenu le cœur battant d'une ville en ébullition. Les murs, imprégnés de l'écho des cris de la foule dehors, semblent vibrer sous la pression d'un changement imminent. Zéphyr, droit et inflexible, a jeté les bases d'une révolution en arrachant les badges des deux hommes, mais la tempête qu'il a déclenchée est loin de s'apaiser. La foule, massée devant le commissariat, scande des slogans réclamant justice, leurs pancartes brandies comme des étendards dans la lumière pâle du matin provençal. À l'intérieur, les officiers, encore sous le choc, réalisent que leur silence passé les rend complices. Zéphyr, animé par une rage contenue mais incandescente, sait que ce moment est crucial. Il doit non seulement punir les coupables, mais aussi briser les chaînes d'une tradition toxique qui a empoisonné Brume d'automne pendant trop longtemps. Alors que le soleil grimpe dans le ciel, Zéphyr convoque une réunion d'urgence dans la grande salle du commissariat. Les officiers, alignés comme des soldats avant une bataille, sentent l'atmosphère lourde d'une colère à peine retenue. Zéphyr, debout devant eux, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos ambiant, prend la parole d'une voix qui claque comme un fouet. Ce que nous avons vu hier n'est pas un incident isolé. C'est une plaie ouverte dans le cœur de cette ville. Il pose sur la table une boîte, scellée par du ruban adhésif, qu'il ouvre d'un geste brusque. À l'intérieur des dizaines de lettres, de plaintes manuscrites, de témoignages d'habitants qui, pendant des années, ont été victimes des abus de Jet et Cole. Ces voix, tonne Zéphyr, ont été étouffées par votre silence, par votre complaisance. Il brandit une lettre particulièrement poignante, écrite par une jeune femme noire, décrivant comment elle a été arrêtée sans raison, humiliée publiquement et forcée de quitter la ville sous les rires des deux officiers. La salle s'électrise, les officiers échangeant des regards coupables, certains baissant les yeux, incapables de soutenir la vérité. Jet, toujours dans la salle, tente une dernière défense, sa voix tremblante de désespoir. « On faisait notre travail, cette ville a toujours fonctionné comme ça. » Mais Zéphyr, hors de lui, abat son poing sur la table, faisant sursauter l'assemblée. « Votre travail ?» rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Votre travail était de protéger, pas de détruire. Vous avez transformé cette ville en une arène de haine raciste et vous osiez appeler ça l'ordre ?» Il se tourne vers Cole, qui tente de se faire tout petit, et ajoute « Vous avez cru que votre pouvoir vous rendait intouchable. Mais aujourd'hui, vous êtes nus devant la justice. » Dans un geste dramatique, Zéphyr arrache les formulaires de licenciement des mains de Jet et Cole, les déchirant devant toute l'équipe. Ces badges que vous portiez ne sont plus les vôtres. Ils appartiennent à ceux qui servent la justice, pas à ceux qui la bafouent. L'atmosphère s'envenime lorsque, dans un accès de rage, Jet tente de s'échapper,
bousculant un officier pour atteindre la porte. Mais Zéphyr, rapide comme l'éclair, le rattrape et le plaque contre le mur, son regard brûlant de fureur. Vous ne fuirez pas vos crimes, gronde-t-il, tandis que la foule dehors, alertée par le tumulte, redouble ses cris. Cole, paralysé, s'effondre sur une chaise, murmurant des excuses inaudibles. Mais Zéphyr n'est pas là pour pardonner. Il se tourne vers ses collègues, sa voix vibrant d'une autorité implacable. À partir de ce jour, tout officier qui tolère ou participe à une injustice sera démis de ses fonctions. Pas de seconde chance, pas d'excuses. Il marque une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de chacun. Puis, dans un coup de théâtre, il révèle une découverte explosive. Un enregistrement vidéo, récupéré par un habitant anonyme, montrant Jet et Cole en train de planifier leur leçon pour Zéphyr, riant de leur intention de remettre cet étranger à sa place avec des insultes racistes explicites. La salle explose en murmures indignés, et plusieurs officiers, jusque-là silencieux, se lèvent pour exprimer leur dégoût. Une femme officier, les larmes aux yeux, s'avance et déclare « Nous avons laissé faire trop longtemps. Ça doit cesser. » Sa voix, brisée mais déterminée, galvanise les autres, qui commencent à applaudir, un geste spontané de soutien à Zéphyr. Dehors, la foule, informée par les réseaux sociaux, envahit les abords du commissariat, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Justice pour Brume d'automne » et « Non au racisme ». Les journalistes, désormais omniprésents, filment la scène, leurs flashs illuminant la façade comme des éclairs dans la tempête. Zéphyr, au centre de ce chaos, ordonne que Jet et Cole soient escortés hors du commissariat, leur visage blême contrastant avec la clameur de la foule qui les hue. Cette expulsion, symbolique et brutale, marque la fin de leur règne de terreur. Mais Zéphyr sait que le combat pour purger Brume d'automne de ses démons ne fait que commencer. Les portes du commissariat de Brume d'automne claquent derrière Jet, Lame, Dubois et Cole, venin. Moreau, leurs silhouettes humiliées disparaissant dans la foule hurlante, dont les cris de colère résonnent comme un grondement de tonnerre dans les ruelles provençales. Zéphyr, Tempête, Kingston, debout au centre de la salle, a brisé leur règne de terreur avec une détermination d'acier. Mais il sait que la véritable bataille ne fait que commencer. La ville, secouée par le scandale, est à un carrefour. Les vieilles traditions d'exclusion et de racisme, longtemps tolérées, vacillent sous le poids de la vérité révélée. Les pancartes des manifestants, agitées sous le soleil brûlant, et les flashs des journalistes, omniprésents, transforment Brume d'automne en un théâtre de justice où chaque habitant doit choisir son camp. Zéphyr, animé par une rage qui pulse dans ses veines, s'engage à purger la ville de ses démons. Mais il sait que ce combat nécessitera plus qu'une simple expulsion. Il doit déraciner un système corrompu et rallumer l'espoir dans une communauté fracturée. Alors que la foule continue de scander des appels à la justice devant le commissariat, Zéphyr reçoit un appel urgent du procureur régional, un homme connu pour son intransigeance. Les images virales de l'humiliation de Zéphyr, combinées aux témoignages accablants contre Jet et Cole, ont déclenché une enquête d'envergure. Zéphyr, encore bouillonnant de colère face à l'injustice qu'il a subie, se rend au palais de justice de la ville, un bâtiment austère aux colonnes usées par le temps. Là, il rencontre le procureur qui lui remet un dossier explosif, des années de plaintes ignorées, des arrestations arbitraires et des témoignages de victimes, principalement des minorités, décrivant des abus systématiques orchestrés par Jet et Cole. Une pièce maîtresse attire son attention. Un journal intime, retrouvé dans les archives du commissariat, appartenant à une adolescente qui s'est suicidée après avoir été publiquement humiliée par les deux officiers pour son origine maghrébine. Ce document, déchirant, fait monter une fureur incandescente dans le cœur de Zéphyr, qui jure de faire payer chaque injustice. De retour à Brume d'automne, Zéphyr organise une conférence de presse improvisée sur les marches du commissariat, sous les yeux des habitants et des caméras. Sa voix, vibrante de colère, tranche l'air comme une lame. Pendant trop longtemps, cette ville a fermé les yeux sur la haine et l'abus de pouvoir. Jet et Cole ne sont pas des exceptions. Ils sont le symptôme d'un mal plus profond. Il brandit le journal intime, sa couverture usée devenant un symbole de la douleur enfouie. Cette jeune fille, et tant d'autres, ont été brisées par ceux qui auraient dû les protéger. Cela s'arrête aujourd'hui. La foule, d'abord silencieuse, éclate en applaudissements, mais certains habitants, encore attachés aux vieilles traditions, murmurent leur désaccord, leur visage crispé par la peur du changement.
Zéphyr, implacable, annonce la création d'une commission communautaire pour examiner chaque plainte, promettant que chaque victime aura une voix. Dans un rebondissement dramatique, un groupe d'habitants, galvanisés par les révélations, révèle une cache d'enregistrement clandestin collectée par un ancien employé du commissariat. Ces bandes, dissimulées pendant des années, capturent Jet et Cole en train de se vanter de leur exploit raciste, plaisantant sur les vies qu'ils ont détruites. L'un des enregistrements, particulièrement accablant, montre les deux hommes planifiant une autre leçon pour un nouvel arrivant, riant de leur intention de garder Brume d'automne pur. Zéphyr, en entendant ces mots, sent une rage viscérale l'envahir. Il transmet immédiatement les bandes au procureur, qui promet des poursuites pénales pour abus de pouvoir et discrimination raciale. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et les habitants, autrefois divisés, commencent à se rassembler, leurs pancartes désormais unifiées sous un même cri « Justice pour tous !». Le soir même, une manifestation massive envahit la place centrale, là où Zéphyr avait été humilié. Des bougies sont allumées en mémoire des victimes de Jet et Cole, et une vieille femme, tenant une photo de l'adolescente disparue, s'avance pour prendre la parole. « Nous avons laissé faire, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion et de colère. Mais grâce à cet homme, nous pouvons changer. » Elle pointe Zéphyr, qui se tient en retrait, les yeux brillants d'une détermination farouche. La foule scande son nom. « Tempête ! Tempête !» transformant son surnom en un symbole d'espoir. Mais Zéphyr, loin de se reposer sur cette victoire, annonce une réforme radicale du commissariat. Formation obligatoire sur la diversité, contrôle strict des officiers et un bureau ouvert aux plaintes des citoyens. Brume d'automne ne sera plus un refuge pour la haine, déclare-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. Alors que les flammes des bougies dansent dans l'obscurité, Zéphyr sait que le combat est loin d'être terminé. Les poursuites contre Jet et Cole, désormais sous le feu des projecteurs nationaux, marquent le début d'un long processus de guérison pour la ville. Mais pour Zéphyr, chaque cri de justice, chaque visage dans la foule, est une preuve que Brume d'automne peut renaître. Sa colère, canalisée en une vision de changement, devient une force imparable, prête à transformer cette petite ville provençale en un modèle de justice et d'égalité.